Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Les jours avec, on est déjà avec. Mais les jours sans, il faut faire avec le AM 1410. Les enfants, le travail, les transports, on court, on se bouscule, on se salit, on s'insulte. Arrêtez tout. Le samedi vous fait grâce. Musique, littérature, sport, cinéma, analyse et commentaires, l'information sous toutes ses coutures, avec Jean-Ernest Pierre et son équipe, tout à meilleur goût le samedi. Grâce matinée, votre petit plaisir du week-end. Alors, exactement 14h08. Ça fait plaisir d'accueillir quelqu'un qu'on croyait perdre ou avoir perdu pour longtemps. Gessler Jean-Gilles est avec nous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Gessler, comment ça va? Salut Yann, je suis très content d'être là parce que... Ouais, on a besoin de toi. On a besoin de toi. J'étais pris ailleurs. Même si moi j'ai toujours de la misère avec toute cette équipe-là qui pense de la même manière, qui mange au même râtelier, je ne sais pas là, hein, n'est-ce pas? C'est à peu près la même chose, du pareil au même. Mais des fois, il est là, il apporte une nuance. Est-ce qu'il a déjà apporté des nuances? On va voir, messieurs. On va parler, on va commencer. Pas dit que je suis sans nuance, hein. Mais j'ai écrit ça pour quelqu'un. J'ai écrit ça pour quelqu'un en croyant que c'était un compliment, être sans nuance. C'est borderline, c'est diminuant. C'est pas un compliment. C'est pas borderline, c'est diminuant. Non, pas tout à fait, messieurs. Quelqu'un qui est franc, qui dit les choses ouvertement, c'est pas diminuant, mais pas diminuant pour toutes, là. Ah, quand même, là. Non, quand tu dis la personne sans nuance, oui. Mais tu parles sans nuance, oui. Mais trop de nuances, ça tue la nuance, n'est-ce pas? On s'entend? Voilà. Bon, voilà. Il faut doser. Non, mais voilà le problème de ce pays. Il commence trop de nuances, ça tue la nuance. Parce que sans nuance, finalement, on n'existe pas. On est dans la nuisance. Totalement dans la nuisance. Ça se dit, bonsoir, messieurs, et puis quel plaisir de retrouver notre Gessler. Ouais. Plaisir est mien aussi. Alors, messieurs, oui, je dis que vous allez peut-être vous régaler avec ce premier titre, l'Afrique du Sud et les BRICS qui appellent tout simplement à un rééquilibrage de l'ordre mondial, n'est-ce pas? C'est les BRICS, là, c'est... L'Afrique du Sud, naturellement, je trouve pas la lettre pour l'Afrique. BRICS, c'est... mais je sais, Jean-Emmanuel, mais je dis que je ne trouve pas la lettre pour l'Afrique du Sud. South Africa. Pourquoi on a ajouté le S? Parce que c'est Brésil. À la dernière minute. Russia. Bon. Et on a ajouté le S de l'Afrique du Sud à la dernière minute. Avant, c'était BRIC. Et là, ça devient BRICS. Et BRICS... Non, ça a toujours été BRICS. BRICS demande... Comment ça a toujours été BRICS? Oui. Moi, que je sache, ça a déjà été BRIC. OK? Et bric-à-brac ou main bric. Hein? Et là, c'est cette demande d'un rééquilibrage de l'ordre mondial. Est-ce que ça se demande, messieurs, le rééquilibrage de l'ordre mondial? Qui va rééquilibrer l'ordre mondial? Je pense que c'est un acte de fait, hein, quand ça arrive et on constate tout simplement qu'il y a un rééquilibrage, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs pôles au lieu d'un monde unipolaire. Mais c'est exactement ce que le BRICS a dit. D'abord, ce sont les ministres des Affaires étrangères qui se sont rencontrés en prévision de cette grand-messe qui va avoir lieu en août en Afrique du Sud.
Et par exemple, je relisais la sortie de la ministre des Affaires étrangères de l'Inde, et la réalité est une réalité multipolaire. Sauf que tu as une partie du monde qui continue de croire qu'on est dans une dynamique unipolaire. Parce que quand on parle de l'Occident, l'Occident fait bloc. Et cette réalité-là, c'est ne pas tenir compte qu'il y a des géants importants ailleurs. En Amérique latine, tu as le Brésil qui est un géant. En Inde, en Asie, tu ne peux pas ne pas compter avec la Chine. C'est pas seulement en Asie. La Chine, c'est le géant économique à l'heure actuelle. L'Inde est au niveau de progrès, de représentation économique en matière de production, en matière de consommation. C'est la population la plus importante à l'heure actuelle. C'est-à-dire que il faut comprendre que l'Occident ne peut pas continuer de se considérer comme étant le nombril du monde. Et ce qu'il y a, tu verras que les pays du BRICS ne parlent pas de mode bipolaire non plus, hein, sans faire de jeu de mots sur la bipolarité. Ils parlent de monde multipolaire, c'est-à-dire que tu as des centres d'intérêt, de dynamique économique, mais aussi de changement de paradigme, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau économique. Il faut qu'on finisse par accepter ces réalités-là, et c'est cette réalité que certains ne veulent pas accepter qui vont nous donner certaines guerres. Là, Jean-Emmanuel, tu prends des raccourcis, c'est des raccourcis. Cela dit, Gessler, quand on détermine que le monde est multipolaire, unipolaire ou bipolaire, je ne sais pas, c'est des faits qu'on constate par la force des choses. Les grandes nations, par exemple, ce matin ou hier, en tout cas à l'occasion de ce sujet qu'on va aborder dans quelques instants, c'est-à-dire le fait pour les États-Unis d'éviter la faillite, n'est-ce pas? Joe Biden, dans un discours, a parlé de la première puissance, première nation au monde qui se retrouverait dans cette situation-là. Ça serait vraiment désolant et tout ça. Il faut jouer le rôle, il faut avoir la prestance d'eux et ne pas se dire « je suis ». C'est les gens qui doivent reconnaître ce que nous sommes, Gessler. Bon, d'abord, merci. La question qui est posée cet après-midi nous renvoie directement au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, à la création des Nations Unies, où les pays vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, dans notre pays, Haïti, se sont donné des outils, des instruments légaux pour éviter donc à l'avenir d'autres conflits. C'est pourquoi on a parlé de Seconde Guerre mondiale, pas Deuxième Guerre mondiale, parce qu'avec la seconde, on pense qu'il n'y aura pas une troisième. Donc, c'est-à-dire que au lendemain de la création des Nations Unies, donc les pays vainqueurs, dont les principaux, c'est-à-dire les 5 pays, les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Union soviétique, la Chine, et c'est pas cette Chine-là que l'on avait comme membre fondateur, c'était Taïwan. Donc, qui fait que la situation a évolué, c'est que tous les instruments légaux de résolution de conflits, c'est ce qu'on appelle la communauté internationale, étaient comme en sorte pris d'assaut par une sphère d'influence, c'est l'anglosphère, c'est-à-dire les États-Unis et ses cousins anglo-saxons, plus les pays de l'Europe. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le monde occidental, c'est l'Europe de l'Ouest, plus l'anglosphère. Bon. 1945, les pays qui étaient en guerre se sont chargés de se reconstruire. Ils se sont partagés le monde. Oui, ils se sont chargés de se reconstruire. En sachant que les États-Unis étaient le principal bénéficiaire sur le plan économique, financier, tout de cette guerre. Alors, donc, les États-Unis, en tant que tels, a pris le leadership de ce monde.
C'est-à-dire maintenant que les Nations Unies deviennent comme une sorte d'instrument au service des intérêts stratégiques des États-Unis. Correction, Gessler. Oui, allez-y. Les États-Unis s'imposaient, encore une fois, réalité de fait, disposant de la bombe atomique qui est une bombe très dissuasive, si on veut pas l'employer, pour attaquer les autres. Alors, la place des États-Unis est déjà à l'échelle à la marche supérieure. Donc, c'est toujours une question de fait. Oui, c'est une question de fait, mais tu parles de la puissance nucléaire. Quelques années, au même moment, l'Union soviétique avait réussi quelques temps après ses armes nucléaires, et puis la France avec le général de Gaulle, etc. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est-à-dire, on parle d'un mouvement vers une sorte de multipolarité. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que c'était des puissances à l'époque qui étaient endormies par la guerre. La Grande Chine, t'as l'Inde, et même l'Allemagne. L'Allemagne n'a pas fait partie des vainqueurs parce que c'était le monde vécu. Le monde nouveau s'était fait sur le dos de l'Allemagne et du Japon, etc. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, tu trouves au sein du BRICS, parce que tu as parlé du BRICS, c'est des pays qui sont puissants sur le plan économique. L'Inde, la Chine, puissants sur le plan militaire, la Russie. Tu as le Brésil, qui est aussi notre géant sud-américain, et l'Afrique du Sud, qui est comme le petit pousset de BRICS. Donc, ces gens-là, c'est 40%. Les géants de l'Afrique. Oui, c'est 40% de l'économie mondiale et près de 35% de la population mondiale. Donc, c'est une force avec laquelle il faudra compter. Et qu'est-ce qui se passe? C'est le BRICS maintenant est en train établir ses tentacules un peu partout pour s'agrandir un petit peu, pour devenir vraiment la principale force de frappe face aux Américains. D'abord, ce qu'ils ont essayé de faire, on verra, c'est une alternative au bloc très restreint qui, en fonction des humeurs, est G7 ou G8, avant que la Russie ne redevienne l'ennemi. Le G7 qui se concentre sur des intérêts occidentaux, okay? Essentiellement. Ils vont émettre de grandes opinions sur telle crise dans telle partie du monde, etc., etc. Mais d'abord et avant tout, est-ce que nos démocraties sont en santé? Est-ce qu'il n'y a rien qui nous menace, etc., etc. Et c'est dans cette dynamique-là que va naître le G20. Parce que le G20, c'était justement amener dans le débat mondial, pas seulement les opinions des 7 économies plus importantes. OK? Le G20, au fur et à mesure, a été aussi pris en otage par les pays occidentaux, par les puissances occidentales. OK? Les vrais débats ont commencé à s'écarter, et quand tu as une rencontre du G20, à côté de tout ce qui se passe dans le reste du monde, ça va être d'abord et avant tout la question ukrainienne. OK? Donc, et c'est pour ça, ces pays sont en train d'abord de commencer avec un petit club select de puissances régionales, comme on l'avait souligné au début, et puis par la suite, tu as d'autres puissances. Un pays comme le Nigeria, qui est une puissance économique de l'Afrique, producteur qui fait partie du cartel select des producteurs pétroliers, le Nigeria éprouve de l'intérêt par rapport aux BRICS, qui va probablement devoir s'élargir. Mais ils veulent être plus précautionneux et ne pas ouvrir les flancs comme au sein du G20, où certains pays vont encore venir mettre leurs mains, leurs grappins et décider de ce qui se fait. Est-ce que, messieurs, on s'entend pour répondre que généralement le BRICS a existé avant ces déclarations de dernière heure, à savoir qu'on doit revoir la géopolitique de ce monde et considérer qu'il y a un monde multipolaire plutôt que... Moi, je dis encore une fois, c'est simple ce que je dis, ça sera sur les faits.
ça sera sur les faits, pas seulement de défendre les intérêts, par exemple l'erreur du G7 ou du monde occidental, des grands de ce monde occidental, qui consiste à se protéger, se gratter le dos les uns les autres, mais c'est de voir à un monde qui va dans la bonne direction, un monde en santé, ce que ne fait pas nécessairement le club select qu'on a des Nations Unies. Au moment où on se parle, on se contente d'aller un peu partout à travers le monde au nom des règles des Nations Unies, mais je ne sais pas si ça rend beaucoup service à faire en sorte que le monde se porte mieux. Alors, si on veut se distinguer, on s'appelle BRICS, on veut se distinguer, il n'est pas question de lever la main et de dire « Oh, nous existons, nous représentons 40% de la richesse du monde, etc. » Non, c'est d'agir et de faire beaucoup mieux. Moi, ce que j'ai aimé, la formule que j'ai aimée, et qui n'a pas fait long feu, c'était la formule des pays non alignés, qu'on a perdu. Ça, c'était quelque chose qui avait du sens. Et on n'avait pas besoin de se dire, moi, je suis un pays non aligné. Non, tous ceux qui étaient oubliés à travers le monde avaient leur place. Mais encore fallait-il avoir le courage de ne pas s'aligner sur la politique russe ou de ne pas s'aligner sur la politique américaine. Exactement, mais depuis 1989, avec la chute du mur de Berlin, il reste une seule superpuissance, c'est-à-dire cette puissance un petit peu à la morale protestante où celui qui est contre moi est avec moi ou bien un truc de ce genre. Mais sauf qu'il y a des puissances aussi qui pensent qu'ils n'ont pas donné mandat à cette superpuissance de devenir le gendarme du monde, que leur voix compte aussi, surtout sur le plan de l'influence. La Chine est en train de prendre sa place dans les relations internationales parce qu'il y a un groupe de pays, comme on appelle le Sud collectif ou global, quand on dit, qui semble avoir une écoute de ce qui se passe à Pékin. Donc, la situation qui se présente maintenant, c'est que même en Europe, on sent ce malaise à l'effet que les anglo-saxons ont pris trop de place. Un pays comme la France et même l'Allemagne, qui avait des intérêts économiques et commerciaux extrêmement étroits avec la Russie, pour les beaux yeux des États-Unis, l'Allemagne a été obligée de fermer les yeux sur des ressources qui viennent de si près d'eux et qui leur coûtaient beaucoup moins cher. Maintenant, ils sont obligés d'importer du gaz de schiste des États-Unis qui coûte beaucoup plus cher. Donc, ce qui fait que les intérêts de ces grandes puissances, Jens Pierre, font en sorte que chacun dit à la table des négociations, il n'y a pas une voix un petit peu tutélaire qui regarde tous les autres de haut, et puis c'est comme si que c'est la parole américaine et ses cousins anglo-saxons qui comptent. Le reste, Mais tu vois ce que je veux dire? Tu as deux choses que tu as soulignées et que je pense sont essentielles. D'abord, je voudrais revenir sur ce que disait Jean-Ernest Pierre tout à l'heure par rapport à la question de lever la main pour demander l'autorisation. Ce n'est pas le cas du tout. Quand tu lis la résolution des ministres des Affaires étrangères, non. C'est rappeler tout simplement. C'est rappeler que le monde est multipolaire. C'est pas lever la main pour dire est-ce qu'on peut... non. Le rééquilibrage vient du fait qu'il y a une multipolarité. Le fait du rééquilibrage est déjà là. Concrètement, ça c'est la première chose. La deuxième chose, je pense que devant les pressions qui sont exercées, parce que c'est ça aussi. D'ailleurs, on avait déjà entendu, et la sortie de Lula, qui est très critiquée par rapport à sa position sur la crise en Ukraine, et la sortie de Lula, et la sortie du président Ramaphosa de l'Afrique du Sud, qui sont les figures du BRICS également. L'Inde l'avait déjà rappelé qu'il n'avait pas l'intention de prendre position par rapport à la situation en Ukraine.
tous vont avoir tendance à condamner le fait d'envahir un pays. Mais prendre position par rapport à la crise, la position intelligente pour tous ces pays qui, dans une sphère ou dans une autre, connaissent des progrès importants et ont des projets importants, comme la Chine avec la route de la soie, et ils voudraient que les choses soient réglées le plus rapidement possible. Et c'est pour ça qu'on est en train d'évaluer, de réévaluer. Est-ce que la venue de Vladimir Poutine au BRICS, ce n'est pas à cause du fait qu'il y aurait un risque d'arrestation? On n'arrête pas un président comme Vladimir Poutine n'importe comment. Donc, il n'y a pas de risque à ce niveau-là. La chose, c'est justement essayer d'éviter de donner une couleur politique dans un conflit, dans un contexte de guerre, éviter de donner une couleur politique à cette rencontre importante du BRICS. Voilà la seule raison, mais ce n'est pas la main qu'on est en train de lever pour dire est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, faire un équilibrage? Non. Alors, peut-être c'est encore la presse occidentale, messieurs, qui me présente ce titre ronflant. Afrique du Sud, les BRICS appellent à un rééquilibrage de l'ordre mondial. Alors, est-ce qu'on va s'en remettre uniquement à ce grand titre pour dire que c'est la volonté? Non. Mais par contre, moi je dis que c'est dans l'action qu'on reconnaît, c'est au pied du mur qu'on reconnaît les vrais maçons, c'est de nous donner quelque chose qui va nous faire voir que le monde a changé. On est devant des changements. Et les changements se matérialisent de quelle manière? Lorsque, par exemple, les messieurs, on ne se contente pas, justement, on est face à une guerre insensée, et cette guerre insensée va faire en sorte que tout le monde en paye le prix, y compris ceux-là qui ne sont pas directement impliqués dans la guerre, mais qu'il y ait, parce que j'ai fait une entrevue avec notre ami Donald, qui, je pense cette semaine ou la semaine dernière, qui disait, mais qui a la capacité, mais le pouvoir moral de dire assez c'est assez, cette guerre est une guerre insensée, on doit l'arrêter. Et il rappelle justement que c'était ce ex-président décédé de l'Afrique du Sud, Nelson Mandela, qui seul aurait pu agir de la sorte. Ça prend ça dans le monde. Aujourd'hui, on n'a pas ça parce que ceux-là qui sont comme un représentatif d'un monde fort et puissant, mais sont impliqués dans cette guerre. On dispose de l'arme atomique qui est une arme dissuasive. On fait miroiter la possibilité de l'utiliser dans une guerre régionale. Ce n'est pas sérieux. Moi, je n'ai pas tendance à accorder à des gens comme ça la palme de quoi que ce soit et de dire je vous en prie, dirigez-moi. On se dirige vers quoi? Moi, je voudrais dire que tu demandes des preuves que des actions qui ont été posées par les pays du BRICS pour justifier leur politique pas de justifier, de faire en sorte que le monde se rende compte qu'on n'est plus dans un monde unipolaire. Tu vas les avoir, ces faits-là. J'ai besoin. D'abord, tu sais que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le dollar américain était la monnaie de réserve. C'est cette monnaie que... c'est encore la réalité. Oui, c'est encore la réalité. Mais depuis quelque temps, beaucoup de pays décident de faire des transactions dans leur propre monnaie nationale. Et ça a porté ça ne va pas mettre à terre l'économie américaine ni le dollar américain. Il ne faut pas se leurrer. Les Américains vont continuer pour quelques dizaines d'années encore à avoir une grande influence sur les relations du monde. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a des pays qui étaient considérés autrefois comme des valets des États-Unis. Par exemple, l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, c'est un pays qui a été même presque fabriqué par les États-Unis, protégé par les États-Unis. Pas le seul, pays. Je donne un exemple. Je donne un exemple. C'est-à-dire que au moment où on se parle, l'Arabie Saoudite prend des décisions qui montrent clairement son désir d'autonomie par rapport aux États-Unis.
Et puis, vous voyez ce que la Chine a pu faire en permettant aux deux ennemis régionaux qui étaient en guerre depuis presque une dizaine d'années, qui n'avaient pas de relations ni diplomatiques ni commerciales, eh bien, la Chine a permis à ces deux pays de se mettre ensemble. Mais tu as aussi beaucoup d'autres exemples dans les guerres. Par exemple, la Syrie, ça fait quoi, 15 ans que ça fait 15 ans qu'on a dit que c'était la fin de Bachar al-Assad. Bachar al-Assad, qui était un pestiféré, est revenu en force. Au sein de la Ligue arabe. Non, mais je ne comprends pas. Tu as 20 000 exemples. Je ne comprends pas. Des pays qui suivaient moi, je n'ai pas dit ça. France. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit le contraire. Vous voulez peut-être prendre ce que vous voulez prendre comme exemple. C'est pas... Moi, je dis que nous ayons un monde. Est-ce que depuis que Bachar al-Assad est revenu sur la scène internationale, on vit dans un monde meilleur? Non. Ça veut dire que celui qui a permis à Bachar al-Assad, pour des considérations bassement mercantiles, il faut le dire aussi là, bassement mercantile, n'a absolument rien fait pour que le monde soit meilleur. Moi, je parle de vivre, je parle dans un monde meilleur. Je parle dans un monde où il y a moins de disparités que celui dans lequel on vit actuellement. Mais la question que l'on se pose est pourquoi, dans quel objectif l'Occident s'était-il pris de s'attaquer l'Occident à la Syrie? Il y a des intérêts économiques, il y a le pétrole, il y a le gaz. On ne fait pas une émission sur la Syrie, là. Non, on dit, Jean-Emmanuel m'a donné cet exemple-là en disant, moi je dis oui, Bachar al-Assad est revenu en force, mais est-ce que ça veut dire que ça répond à la question des besoins? Non, mais des besoins dans le monde. Mais laisse Bachar al-Assad, puisque tu dis que tu fais pas tout sur la Syrie. Non, mais je vais te donner des exemples sur les conditions humaines. Alors, l'Afrique, par exemple, c'est-à-dire l'Afrique qui est en train de remettre en question les puissances coloniales, les rapports que l'Afrique avait avec les puissances coloniales, les plus coloniales et impériales, etc. Et aujourd'hui, ils les remettent en question. Ça va beaucoup mieux en Afrique. Je ne sais pas si ça vaut. Ça a tendance, mais je ne sais pas. Mais si on fait. Non. Ça va beaucoup. Tu as des zones de tension. Tu as des zones de. Ça va beaucoup mieux. Mais avec un petit. D'un point de vue économique, ça va beaucoup mieux. Avec un petit B. Avec un petit B. Et on fait la pause, messieurs. On revient pour la suite dans un instant. Entrepreneurs, hommes et femmes d'affaires. Vous avez un message pour vos clients? Confiez-le nous. Votre clientèle nous écoute 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous sommes CPAM 1410. Tandem bien. Commerçants, hommes et femmes d'affaires, ce message s'adresse à vous. Vous rêvez souvent de placer des annonces à CPAM pour favoriser le développement de votre entreprise, mais vous avez chaque fois repoussé à plus tard la démarche. Fini cette indécision avec le programme de la visibilité pour les petites entreprises. Quel que soit votre budget, il y a un créneau qui fera votre affaire à coup sûr. Ne cherchez pas bien loin, votre clientèle cible nous écoute. CPAM, c'est pas nous toutes. Notez que le programme de la visibilité pour les petites entreprises est en place pour une durée limitée. Appelez-nous tout de suite 514-790-2726. Si ce message vous a atteint, le vôtre atteindra votre client sur CPAM. CPAM, c'est pas nous toutes. Vente en gros chez Meubles en gros, des meubles à petit prix pour toutes les pièces de la maison. Exemple, chambre Louis-Philippe, set complet, seulement 1995 $ ou 42 $ par mois. Lit superposé simple en bois, très solide, à partir de 599,99 ou 13 $ par mois. Chambre Valentino, set complet avec système LED à la tête et aux pieds et de très grands tiroirs au pied du lit, seulement 3,995 $ ou 84 $ par mois. Set de salon, sectionnel en L ou 3 morceaux, en cuir, simili cuir, tissu ou velours à partir de 1999,99. Set de salle à dîner en bois solide, en vitre ou en marbre à partir de 1999,99. Livraison garantie 24 heures après achat. Financement disponible en tout temps. Première, deuxième, troisième chance au crédit. Pour des meubles, meubles en gros, à petit prix et à crédit, 6200 boulevard Henri Bourassa Est, Montréal-Nord, 514-374-00, c'est ça lié. Bon, messieurs,
Vous avez comme moi une sortie chic cet été, alors changez de peau. S'habiller à la dernière mode mais au quart du prix régulier signifie acheter directement chez le manufacturier. Du 1er au 4 juin, vous avez l'occasion d'acheter directement du manufacturier et les bas prix sont coupés jusqu'à 70% sur les chaussures, habits, pantalons et chemises avec cette méga vente de 5 millions d'inventaires au 1550 Jules Poitras, Ville-Saint-Laurent. 514-605-98-78. Mais n'appelez pas. Allez voir de vos yeux vus. C'est du jamais vu. De nos jours, Internet a tout démocratisé, y compris notre façon de regarder la télévision dans le monde. C'est ainsi que CPAM TV a fait choix de ces chaînes qui nous ressemblent, dont une multitude haïtienne. Vous avez déjà la boîte. Prenez rendez-vous pour obtenir un essai gratuit de 24 heures. Vous n'avez pas la boîte? Achetez-la au coût de $100 et obtenez du coup un essai gratuit de 24 heures. Mais avant de nous appeler, d'abord, assurez-vous d'avoir à la maison un bon système Internet. 514-790-2726. Bonjour, c'est Bito Vaoba sur cpamradiounion.com. Radiounion.com, c'est PAM. Les enfants, le travail, les transports, on court, on se bouscule, on se salit, on s'insulte. Arrêtez tout. Le samedi vous fait grâce. Musique, littérature, sport, cinéma, analyse et commentaires, l'information sous toutes ses coutures, avec Jean-Ernest Pierre et son équipe, tout à meilleur goût le samedi. Grâce matinée, votre petit plaisir du week-end. Mesdames, Messieurs, nous sommes de retour avec Gisler Jean-Gilles, Jean-Emmanuel Pierre et moi-même Jean-Ernest Pierre. Alors, un dernier mot, Gisler, sur le premier point? Oui, c'était par rapport à la position de l'Afrique du Sud, par rapport à l'actuelle situation, la guerre en Ukraine. Est-ce que l'Afrique du Sud devait prendre position pour ou contre la guerre, pour ou contre la Russie? Moi, je voulais juste rappeler que la position de l'Afrique du Sud est dictée par sa propre histoire. Parce que, si tu sais, il y a moins de 30 ans, c'était l'apartheid. L'actuel président, M. Ramaphosa, il habitait dans un bidonville, un township. Il ne pouvait pas circuler librement dans les rues des villes sud-africaines. Il fallait qu'il ait un papier. Donc, où était cet Occident? Les États-Unis, les Anglo-Saxons, ils étaient avec le pouvoir blanc sud-africain qui méprisait, qui opprimait la majorité de la population. Qui était avec eux dans ce combat à l'époque? C'était l'Union soviétique. La Russie actuellement, c'est l'héritière principale de l'Union soviétique. Donc, honnêtement, l'Afrique du Sud, quand on lui demande d'arrêter Poutine, etc., de prendre des positions, c'est que ces gens-là, ils ont fait l'erreur historique de ne pas comprendre qu'est-ce qui s'est passé il y a moins de 30 ans en Afrique du Sud. Pourquoi la plupart de l'ANC au grand complet, la majorité de la population noire sud-africaine est derrière le gouvernement sud-africain. Par contre, la minorité d'origine européenne qui ont toujours été en face de la majorité de la population, c'est eux qui poussent pour que l'Afrique du Sud prenne position pour l'Ukraine. Tu as pris l'exemple de l'Afrique du Sud, j'ajouterais, puisque je vous laisse discuter de ça entre vous. Et... Je comprends pas. C'est le grand mépris. C'est tout de suite le raciste en lui. Alors, je rappelle, Mandela, Jean-Ernest évoquait Mandela tout à l'heure, Mandela est allé voir le président libyen et il a été critiqué, etc. Et puis Mandela dit, c'est mon ami. Quand on était en difficulté, c'est la Libye, entre autres pays, qui était là avec nous et qui nous soutenait.
Et moi, je crois que c'est ce qui est en train de se passer. C'est ce qui est en train de se passer en Afrique. C'est-à-dire qu'on dit les intérêts de l'Afrique d'abord et avant tout. Parce que l'Afrique, et ils envoient le message pour ceux qui disent on sort de l'impérialisme occidental, de l'impérialisme américain par exemple, pour tomber dans un impérialisme chinois. Ils disent non, nous ne sommes pas en train de nous défaire d'une tutelle et pour nous rendre sous une autre tutelle. Ce sont des rapports égalitaires, des rapports horizontaux, des rapports à l'horizontale qui sont en train d'être établis. Bon, alors on le souhaite, n'est-ce pas? Mais moi, je sais que l'étranger qui arrive chez vous, là, c'est certainement pas pour vos beaux yeux. Et il y a des richesses dans le sous-sol africain. Et les Chinois vont vouloir utiliser, déjà d'ailleurs, là, messieurs, il y a des petites histoires qui se passent là-bas. Qui se passent en Afrique, dans certains pays d'Afrique, qui sont pris d'assaut par les Chinois, et les Chinois s'imposent. Ils sont là. Et les Chinois, encore, messieurs, s'il vous plaît, j'espère qu'on vivra suffisamment vieux parce qu'on sait qu'il va y avoir un changement de garde dans le monde dans les prochaines années. Hein? Les hégémones changent de main. Mais bon, ça va changer. Le système actuel a prouvé sa capacité à se reconvertir. Ça donc, sera. On ne présume de rien. Ça sera à peu près la même chose parce que est-ce qu'on tend vers un monde plus égalitaire, messieurs? Est-ce que l'histoire du monde a commencé avec les Américains? Non, les Américains occupent l'hégémone du monde depuis une centaine, même pas d'années, n'est-ce pas? Après la Seconde Guerre mondiale. Et le monde est rendu là où il est seulement à cause des Américains. C'est les Américains qui ont toujours occupé. Il ne faut pas exagérer. Jean-Ernest Il Pierre, ne faut pas exagérer. Jean-Ernest Pierre, Oui? ce qu'on dit, c'est les rapports. Et je ne suis pas en train de dire... Messieurs, nous sommes à un seul point. Je ne suis pas en train de dire que les choses vont être meilleures. Tous ceux qui ont tendance à l'expansion, tous ceux qui ont tendance à occuper la première place, etc., c'est en fonction de quoi? C'est en fonction, la route de la soie, c'est pas pour permettre à d'autres pays de venir. Non, la route de la soie, c'est pour permettre à la Chine d'asseoir son pouvoir économique, d'asseoir une hégémonie économique qui est en train de s'affirmer de plus en plus. Maintenant, ce que je te dis, est-ce qu'on peut avoir d'autres rapports? Et ce sont ces autres rapports-là que les pays éternellement victimes sont en train de redéfinir. Je ne sais pas. Mais je vous dis, honnêtement, je ne sais pas si c'est eux. Parce que tu vois, quand tu maintiens des relations avec un autre qui se pense supérieur, les Chinois sont petits, mais ils sont pas petits. Ils sont petits de taille, mais ils ont des ambitions tout autour de la tête. Et ils ont des besoins. Mais ce que vous voulez dire... Gessler, oui. ils ont des besoins. Mais les grandes puissances ont des besoins, ils ont des intérêts. Tous les pays ont leurs intérêts stratégiques et économiques. Gessler, j'ajouterais juste une chose. Par rapport à la population, la taille de la population chinoise, ils ont des besoins comme Hitler en avait besoin, qui se sentait à l'étroit et se déplaçait et voulait... se donner plus d'espace. Les Chinois sont en train... Oui, mais c'est vrai. Les Chinois... Mais regardez. Mais l'expansion... Non, mais laisse-moi terminer. Je m'énerve. Vers les nazis. Pourquoi tu ne parles pas des Chinois vers les Américains? Les Chinois... Ce sont les mêmes intérêts. Les Chinois, beaucoup plus qu'avec les nazis. Les Chinois à travers le monde sont présents à travers le monde et les Chinois ont besoin de territoire. Comme les Américains. Et tu ne comprends pas d'espace pour vivre. Ils sont trop nombreux. Ils sont trop nombreux sur leur espace. Ils ont besoin beaucoup plus d'espace. Et c'est l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et Hitler se sentait à l'étroit. OK?
Alors, Non, mais c'est pas la même alors, chose. non, C'est pas la ce n'est même jamais chose. exactement la même chose. Écoute, là, Mais je dis que les le Chinois, nazisme, les c'est une Chinois, doctrine basée sur la Ça, c'est- supériorité d'une race qui supérieure, qui se sent la légitimité. je ne dis pas que c'est la même qui chose. se donne la Gessler. mission de dominer le reste. Gessler, je ne dis pas que c'est la Les même Chinois chose. veulent Les Chinois, dominer personne. Ils ne veulent faire pas des dominer échanges personne. économiques. Ils veulent C'est ce qu'il dominer- dit, c'est des relations gagnant-gagnant. ils veulent dominer des Chinois et avoir le contrôle sur des pays. Ici, il y a une tendance, et pas seulement ici, et à travers le monde, à vouloir contrôler, à vouloir réaliser, s'immiscer dans les affaires politiques des pays comme le Canada, les États-Unis, et à Une travers petite le question, monde. Jean-Ernst Pierre, une petite question ouais. pour toi personnellement. Oui. Connais-tu une grande puissance, quel qu'il soit, qui n'est pas à travers le monde un réseau d'espionnage Ce que tu qui dis essaye là, d'influencer ce les que- décisions nationales? Ce que tu dis là, Il n'y a pas un seul, hein? Gessler, Oui. il n'y a pas un seul pays sauf Haïti. Mais il devrait. Hein. Ce que tu dis là, ça nous confirme tout simplement que le monde va changer, mais plus ça change, plus ça sera pareil. Tout à Plus fait. ça sera pareil. Alors, bon, on s'entend. Alors, groupe anti-avortement, le go qui interdit des événements, qui entend interdire des événements dans des organismes publics, messieurs. Alors, c'est un événement à Québec, un groupe auquel je ne fais pas partie et je ne voudrais jamais faire partie, n'est-ce pas, anti-avortement, qui décide de faire dans un lieu public un rassemblement, une fête, n'est-ce pas, et le directeur des lieux, qui est un lieu public, n'est-ce pas, on parle, comment ça s'appelle déjà? Le Congrès, le Palais des Congrès de Québec, et là, on décide d'annuler cet événement-là, parce qu'il s'agit d'un groupe qui défend la mauvaise cause. Moi, je dis que c'est un groupe qui défend la mauvaise cause. Mais messieurs, Mais ils ont le droit. au nom du droit La liberté. à la libre expression, moi, je ne comprends pas que mon gouvernement puisse annuler cet événement-là. Il y a deux choses. D'abord, il a souligné le fait que ce sont des lieux publics. Il a évoqué le Palais des Congrès, il a évoqué le stade olympique, Palais des Congrès au centre-ville de Montréal, stade olympique, etc., qui sont des espaces publics qui ne doivent pas être utilisés pour des propagandes allant à l'encontre de la loi. Ça fait du sens. Ça fait du sens. C'est-à-dire que le gouvernement ne peut pas prôner le libre choix. Les lois du Québec, les lois du Canada prônent le libre choix et tu as des individus, des groupes qui viennent prôner le contraire de la loi dans des espaces publics. Maintenant, si c'était l'interdiction de manifestation ou de la tenue de congrès ou de ci ou de tout ce que vous voulez, j'aurais compris. Mais effectivement, l'espace public ne peut pas être utilisé contre l'État. C'est-à-dire que tu ne peux pas venir louer un siège du gouvernement ou de l'État pour justement prôner ce qui va à l'encontre d'une entente sociale. Parce que c'est ça aussi certaines lois. Pendant longtemps, l'État était contre l'avortement. Il y a eu un débat public, il y a eu des lois qui ont été votées. Maintenant, l'État reconnaît le libre choix. Donc, moi, je comprends très bien. Je ne sais pas si l'État était anti-avortement, mais oui, mais moi, l'État était anti-avortement. C'était criminalisé. Ben, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. C'est-à-dire quoi? La question qu'il faut se poser, d'abord, est-ce que le Palais des Congrès, c'est un édifice appartenant à l'État québécois, ou bien quand tu dis public, est-ce que c'est un endroit fréquenté
par Non, tout le monde. Non. Si c'est géré non, par le c'est- public. si c'est Par géré l'État. par le public, C'est géré mais par l'État. le problème, c'est qu'on est en train de brimer les droits de Absolument. probablement 30 à 40% de la population au Québec, au Canada et même plus en Amérique du Nord. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tomber dans le piège de l'extrême droite qui, à chaque fois qui entend qu'un groupe hostile, par exemple, qui va faire une manifestation pour l'immigration, pour les LGBTQI, ils sortent leur couteau. Donc, le problème, c'est que on peut ne pas être d'accord, on peut être pro choix et le laisser s'exprimer parce que, qu'on le veuille ou non, tu peux pas brimer une partie de l'opinion publique. Ouais. Donc, sur ce point-là, je pense que le gouvernement Legault, probablement, comme il est tiraillé par sa droite et par sa gauche, peut-être il essaye de conforter la partie gauche de l'opinion publique, les gens proches de Québec solidaire, etc. Mais pour moi, c'est une mauvaise décision. Ok. Il faut... Pour les- Tant que ces personnes, en se réunissant, ne nuisent pas à la sécurité publique, ne nuisent pas tu vois ce que je veux dire? Juste là, Un c'est mot c'est pour très l'édi- dangereux. un mot pour Non, l'édification. mais Non, laissez- pour mais l'édification. Jean-Emmanuel, tu le diras. Un mot pour l'édification du public. L'avortement a été un crime au Canada jusqu'en 1988. Voilà. Bon, alors, Voilà. ok. Il ne l'est plus maintenant. Bon, Non, alors, c'est ce que j'ai dit. alors, cela dit, on dit que c'est dangereux la prise de position du gouvernement parce que on parle de lieu public. S'il est un lieu public, par excellence, c'est la rue. Ça voudrait dire qu'un jour, on puisse voir le gouvernement interdire de telles manifestations dans nos rues. C'est dangereux. Un mauvais précédent. C'est un mauvais précédent parce que on voit le gouvernement articuler cette chose-là et j'étais surpris de voir la ministre décider. Et quand on dit la ministre, n'est-ce pas, c'est peut-être en conseil des ministres où la décision a été prise et la ministre a porté le chapeau toute seule, mais immédiatement supportée par le Premier ministre en disant c'est inacceptable. Moi, je crois que des groupes comme ça devraient aussi exister dans l'espace public. Parce que, tu sais, imaginez un chef d'opposition qui, dans une déclaration publique, après un congrès, décide qu'on ne devrait plus avoir ce débat de racisme systémique dans la sphère publique. Ça arrive comme ça, de types de déclarations comme ça, tout comme des prises de position comme ça, n'est-ce pas, comme ce gouvernement qui décide qu'un espace public, oui, mais qui est payé par tout le public, y compris les 40% de ces gens qui s'opposent à l'avortement, n'est-ce pas, mais eux aussi peuvent louer en payant l'espace pour organiser une manifestation à laquelle je ne prendrai pas part, moi, parce que ce n'est pas mon option. Parce que ce n'est pas l'option de François Legault. Normalement, il n'ira pas livrer un discours là, mais ces gens-là ont le droit d'avoir un endroit où manifester, où ils peuvent fêter, où ils peuvent organiser des levées de fonds éventuellement pour amener leur cause à bon port. Et sur ce point-là, il faut donner raison à Voltaire, et ça fait plus de 400 ans, quand il a dit que... Je ne vous aime pas, je n'aime pas ce que vous faites, mais je me paierai la traite pour que vous puissiez continuer d'exprimer vos positions. Voilà. Ça, c'est depuis 400 ans, c'est réglé. Il ne faut pas revenir dessus. Enfin, bref. Enfin. Moi, je crois que sur ce point, et Dieu seul sait si je n'ai absolument rien à voir avec ce gouvernement, mais je crois que c'est contradictoire. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir des lois qui régissent la société et que sous bannière, que des lieux sous bannière de l'État Jean-Emmanuel, qui gèrent si les tu lois me permets, arrivent avec les lois, avec les trucs contraires. Ça, c'est la première chose.
La deuxième chose, mais ça c'est un autre débat entre... Tu en as combien? Non, c'est un autre débat entre espace public. Quand vous parlez d'espace public, c'est-à-dire la rue, les parcs, les ci, les ça, etc., c'est pas ce qui a été interdit. Non, mais regarde là, Jean-Emmanuel. Non, mais c'est bon. On n'avait jamais vu ça, là. Qu'un gouvernement, c'est une première de l'histoire du Québec, qu'un gouvernement décide qu'il va s'immiscer dans la gestion d'un lieu. C'est une gestion qui est... C'est pas une première. Quoi? Non. Il y a déjà eu des conférences qui étaient prévues, qu'on allait organiser et qui ont été annulées. Mais est-ce que c'est le gouvernement qui a déjà annulé? Absolument. En tout cas, c'est une administration autonome. Donc, c'est-à-dire que c'est le conseil d'administration du Conseil d'État qui gère le bâtiment. Mais le gouvernement exprime ses appréhensions et puis tu vas voir que le conseil d'administration va suivre. C'est même encore plus acceptable dans les circonstances, mais que de voir, on désavoue un gérant, n'est-ce pas, en disant littéralement que le PDG, là, ne l'avait pas du tout. Quand on arrive dans des espaces comme ça, dans des situations comme ça, où on juge le travail d'un président-directeur, d'une administration comme ça, là, ça peut vouloir dire qu'on est le seul à pouvoir faire le travail. Est-ce que vous comprenez qu'on est en train de dire qu'on est la seule personne apte à faire tout dans la province? Mais non. Mais Jean-Emmanuel, tu n'as pas le droit de désavouer un PDG de cette manière-là. Tu pourrais lui parler, tu pourrais lui demander, est-ce que, dans le privé, le privé... Il devrait démissionner. Il devrait démissionner. Est-ce que tu peux revenir parce que ça va nous mettre dans l'embarras, etc. Mais que ce soit la ministre et que ce soit le premier ministre qui décide d'acculer ce PDG... Et puis une petite parenthèse pour revenir au PDG de SAQ, la Société des assurances d'alcool. Est-ce que vous avez vu la manière dont Mme Guilbeault s'était prise pour expulser ce monsieur sans aucune forme de... Non, c'est pas normal, ça. C'est un manque de respect envers un haut fonctionnaire qui a donné plus de 30 ans. Il y a peut-être de l'arrogance, il y a peut-être une manière de faire, mais ce gouvernement... Absolument. Ouais. Tu as un problème qui se pose, tu ne peux pas avoir de solution, tu cèdes ta place. Mais non, mais Jean-Emmanuel, on connaît le principe. On connaît le principe de fusible. Hein? Lorsque Gessler travaille avec moi, c'est moi, j'ai pris la décision, la mauvaise décision, mais c'est Gessler qui exécute. Finalement, c'est Gessler qui va perdre. Ouais. Mais on sait que celui dans le dossier de la SAAQ, hein, on parle bien de SAAQ, c'est ça, l'automobile, n'est-ce pas? Parce qu'il y a la SAC aussi, l'autre SAC, n'est-ce pas? Et il y a des fonctions beaucoup plus importantes. On sait que c'est un ministre, n'est-ce pas, qui n'a pas fait son travail, mais lui en a été exempté, n'est-ce pas? Oui. Il en a été exempté et c'est l'autre qui a perdu son poste. Et c'est là que je dis qu'il y a des abus. Moi, je ne peux pas sentir ces choses-là et ne pas me prononcer là-dessus parce que on voit, moi dans ma langue créole, on disait que le chemin du bouton, c'est le chemin de la maligne, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous comprenez. Ouais. Quand on voit ces choses-là arriver, on se dit, à un gouvernement majoritaire, avec une tendance à l'excès, n'est-ce pas, l'exagération. Moi, ma seule chose, c'est que il se passe tellement de choses graves dans ce gouvernement, il y a tellement de dérives par rapport à des sujets que je dis, il y a aussi de ces distractions qui peuvent tout simplement te donner le statut d'être quelqu'un qui est toujours contre tout ce que le gouvernement fait, même quand il y a une certaine logique derrière. Moi, je ne veux pas tomber là-dedans. Mais toi, tu le sais, tu n'es pas contre. Quand tu sais que tu n'es pas contre, que les gens disent que tu es contre tout, tu t'en fous. Mais nous, comme journalistes,
comme des gens ayant accès à ce micro. On analyse les Nous comportements, devons les actions. analyser les comportements, oui, les actions, mais nous devons aussi prendre nos responsabilités en sachant très bien qu'on n'est pas anti. Si ce gouvernement fait un beau geste demain, on va être les premiers à applaudir. Si ce gouvernement reconnaît qu'il existe un racisme systémique, on sera les premiers à applaudir. Mais qu'un gouvernement comme ça se présente face au monde entier, au Canada tout entier, n'est-ce pas, en criant sur tous les tableaux, sur tous les toits, que le racisme systémique et qu'un autre n'existe pas et qu'un autre chef indépendantiste vienne nous dire qu'il faut même plus en parler dans la sphère publique, c'est dangereux. Non, mais là, c'est dangereux, Jean-Emmanuel. Il ne faut pas suivre cette ligne-là. Je l'ai dénoncé, je le dénoncerai. C'est pour ça que je te dis, moi, il y a des combats qui sont plus importants, qu'il y a des combats qui Tous les petits combats sont importants, Jean-Emmanuel. Pas au même degré. D'autant que moi, je ne vois pas, honnêtement, je ne vois pas d'inquiétude par rapport à certaines choses, alors que pour moi, le danger est imminent par rapport à d'autres. Moi, ce que je crains, Joanne-Pierre, par rapport à cette décision, c'est de radicaliser davantage la droite québécoise, la droite canadienne, parce que c'est un mouvement de fond qui vient des États-Unis, tu vas voir. Qui viennent du monde. À peu près. Donc, qui fait que le gouvernement peut recevoir un feedback presque défavorable parce que au Québec, surtout dans les régions, la région de Québec, etc., donc ce mouvement de droite-là est en plein essor. Donc, aux prochaines élections, c'est dans bien loin, ça, donc c'est dans 5 ans, mais par contre, entre-temps, tu vas voir au prochain sondage que les gens... Est-ce que le droit à l'avortement est un droit que l'État québécois, que l'État canadien reconnaît? Alors, messieurs, je vais faire la pause. Jean-Emmanuel, tu poses la question, tu connais la réponse et nous connaissons la réponse. On revient et ça sera avec l'organisation juive qui presse Québec d'agir pour, messieurs, enseigner l'Holocauste. Alors, on va voir tout ça dans un instant.